Bonjour et bienvenue sur Synapse. Beaucoup s'interrogent quant aux perspectives du marché immobilier. Nous allons tenter d'y voir plus clair avec notre invité Pierre Sabatier. Mais avant, pour nous soutenir, abonnez-vous, partagez nos émissions, commentez-les. Nous lisons vos commentaires et faites des commentaires argumentés parce que ça entretient la réflexion commune et c'est ce qui est intéressant. Et puis si vous appréciez nos émissions, mettez un pouce vers le haut, ça soutient le référencement et ça fait plaisir. Pierre, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, la récession fait la une, la politique monétaire se durcit avec des hausses de taux, et pourtant, l'immobilier a l'air de plutôt bien résister, puisque les prix en France ne bougent pas vraiment. Oui, pas d'inflexion. Même si à Paris, on passe a priori sous les 10 000 euros du mètre carré. Enfin bon, c'est tout de même encore des niveaux plus que respectables. Et puis, les transactions demeurent à des niveaux historiquement élevés. Est-ce que l'immobilier peut échapper à la crise? La réponse est non, évidemment. Évidemment non, comme ça n'a jamais été le cas d'ailleurs. Non, la réalité c'est que quand vous regardez les prix, il faut savoir qu'en immobilier, le prix, c'est toujours en fait la dernière chose à bouger. Pour une raison toute simple. Quand un marché immobilier se tend, bien, le marché immobilier, c'est pas un marché, c'est pas quelque chose de déconnecté. Un marché, c'est des gens comme vous et moi qui avaient un bien à vendre, soit vous avez envie de le vendre pour faire autre chose, vous êtes dans le besoin de le vendre. Si vous êtes dans le besoin de le vendre, et bien que vous ne trouvez pas d'acheteur en face, naturellement, vous allez assez vite ajuster les prix. Mais la réalité, c'est que c'est plutôt l'envie de vendre pour réaliser d'autres projets. Et donc cette envie-là, lorsque vous ne trouvez pas un acheteur au prix passé ou à un prix que vous jugez pour le moment convenable, et bien tout simplement, vous ne vendez pas. Et donc c'est toujours en fait comme ça que ça se passe. Il fait que le prix, c'est la dernière chose qui s'ajuste lorsqu'on a une correction du secteur immobilier en général. Maintenant, quand vous rentrez dans le détail, en réalité, qu'est-ce qui s'ajuste en premier et qu'on voit déjà Premièrement, il faut avoir en tête que la dégradation des conditions de financement, elle ne fait que débuter en Europe et en France en particulier. C'est-à-dire que alors qu'aux États-Unis, ça a véritablement débuté en début d'année avec des augmentations des taux de crédit hypothécaire extraordinaires, de 2% à 6%. Enfin, rendez-vous compte, c'est colossal en quelques mois. Et donc, naturellement, ça a eu un impact qu'on voit déjà aux États-Unis. Chez nous, ça ne fait que commencer. Les taux ont augmenté entre 0,5 et 1%, simplement dans les crédits hypothécaires. Pas aux entreprises, mais hypothécaires. Donc là, on en est vraiment qu'au tout début, aux prémices. Et c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on voit en premier lieu? Ce qui est le premier, en gros, c'est le secteur du neuf, de la construction, qui est un premier frappé. Et lorsqu'on regarde, pour le coup, les évolutions des mises en chantier, là, pour le coup, on a eu un ajustement extrêmement rapide. Qu'on voit à l'écran. Évidemment, parce que vous avez un double phénomène, des coûts de production pour le constructeur qui augmentent en flèche, qui n'étaient pas prévus, évidemment, donc qui mettent sous tension les marges, avec des conditions de financement qui sont en plus qui deviennent de moins en moins favorables, encore plus pour ce type d'acteurs, où là, véritablement, on a 100, 150 points, 200 points de base, en fait, d'augmentation des taux de crédit. Donc, ça met sous tension la rentabilité, et avec, naturellement, un client final qui, aujourd'hui, est frappé par la baisse du pouvoir d'achat pour une raison toute simple. Pas d'inflation salariale chez nous, enfin, de manière anecdotique, on est à plus de 2,4%, alors qu'on a des niveaux d'inflation qui tournent, alors en France un peu moins, mais qui vont tourner autour de 5, 6, 7% en fait, en fonction d'eux. Donc une perte de pouvoir d'achat réel. Perte de pouvoir d'achat réel, donc vous avez à la fois la demande finale, les conditions de financement qui se dégradent, et en plus des coûts de production qui augmentent. Donc là, les mises en chantier, c'est réglé. Donc là, les chiffres, en fait, on l'a dans dur, on a vraiment orienté vers le sud. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc le flux se tarit en premier. Deuxièmement, qu'est-ce qui se produit de manière systématique? Le volume de transactions. Le volume de transactions, c'est relativement simple. Alors vous avez raison, le volume de transactions reste à des niveaux qui sont très satisfaisants, qui sont même historiques. Mais il se dégrade déjà. On a déjà baissé autour de un peu plus de 5% de baisse en fait, du volume de transactions global. Donc on a déjà franchi le pic, alors même qu'on en est au tout début de la dégradation conjoncturelle et de la perte de pouvoir d'achat que vous évoquez jusque-là, et encore plus au tout début de la dégradation des conditions de financement des acheteurs finaux. Donc, de manière traditionnelle, eh bien, on peut s'attendre à une baisse du volume de transactions. Baisse du volume de transactions pour deux choses. Pas parce que, encore une fois, les acheteurs finaux ont moins envie d'acheter, mais tout simplement parce qu'ils ont moins les moyens d'acheter au prix d'avant. Et traditionnellement, donc là, ça va être intéressant de le constater. Dire, est-ce que le volume de transactions va se tenir, va se maintenir au même niveau actuel? Et ça ne peut être qu'à
la condition où les gens acceptent de baisser les prix tout de suite, et j'évoquerai toutes les raisons pour lesquelles en fait il va falloir ajuster les prix, ou est-ce que les gens décident de ne pas vendre, parce que pour eux, il n'est pas question en fait de vendre moins cher que ce qu'ils avaient imaginé vendre, et là dans ces cas-là, vous verrez d'abord une baisse du volume de transactions. C'est traditionnellement ce qu'on constate, c'est d'ailleurs ce qu'on constate en ce moment aux États-Unis. Et enfin, en dernier lieu, lorsque les gens auront compris qu'au final les prix d'avant qu'ils avaient imaginés ne sont plus des prix de marché et qui sont valables aux conditions, et là vous aurez matérialisation de la baisse des prix. Donc on remet à l'écran le nombre de ventes immobilières. Là, on voit bien en effet qu'on est sur des niveaux historiquement élevés. Bien sûr. Pour vous, on a passé le pic. Oui. Et là, la légère détérioration qu'on observe à la fin de la courbe devrait se poursuivre. Et donc ça devrait se pontifier. Voilà. Absolument. Après, faut pas être sorti de... Voilà, c'est relativement simple. Quand les taux augmentent tels qu'ils sont en train d'augmenter, il est extrêmement peu probable que ce secteur qui était extraordinairement porté par la baisse des taux ne soit pas pénalisé par la hausse des taux. Alors, les prix du logement, là, on a un autre graphique qui l'illustre, se tiennent pour le moment. Hein. En tout cas, au deuxième trimestre, on avait, dans le neuf et l'ancien confondu, des prix qui augmentaient de 7,32%. Bon, vous nous dites, les prix, normalement, devraient baisser. Oui, bien sûr. Et vous nous avez dit, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, est-ce que c'est d'abord en raison du durcissement des conditions de prêt, c'est-à-dire notamment l'augmentation du loyer de l'argent et du coût de financement, tout simplement? Alors oui, évidemment. Alors, premièrement, d'abord, nous sommes face à un péril inflationniste qui se transforme en péril récessionniste. Baisse du pouvoir d'achat, parce que l'inflation salariale ne compense pas l'augmentation des prix. Tout ça fait globalement moins d'argent pour les gens. Donc déjà, les dispositions, les capacités réelles du ménage en termes de fonds propres, les moyens qu'il peut mettre sur la table sont en train en fait de s'éroder. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en réalité, les prix de l'immobilier dans les résidences principales, on ne parle pas d'immobilier locatif, c'est un autre sujet qui est extrêmement intéressant, mais c'est un autre sujet. Mais la chose est relativement simple. Quand vous voulez acheter, ce qui fait le prix, c'est pas en fait le vendeur. Ce qui fait le prix, c'est le banquier. Point. C'est-à-dire que vous allez voir votre banquier, vous avez envie d'acheter, et c'est logique, à la base de tout acte de consommation, il y a d'abord une envie, un besoin ou une envie. On va considérer que là c'est une envie d'acheter, et quand vous avez envie d'acheter, vous allez voir votre banquier, vous lui dites, je peux avoir combien? Et en fait, la clé aujourd'hui, et pourquoi les prix ont aussi beaucoup monté, c'est parce que, année après année, le banquier, pour la même somme, à mensualité constante, il vous disait toujours plus. Eh bien, si vous pouvez avoir plus, eh bien, vous achetez plus cher. Ça, c'était le miracle des taux d'intérêt. Oui, mais c'est tendait vers zéro, ou même qui allait en deçà. Voilà, alors sur les taux souverains, sur les taux hypothécaires, bien sûr. On est resté quand même en territoire positif, mais on a effectivement atteint des niveaux de taux hypothécaires en dessous de 1, de manière presque systématique. Donc c'est extraordinaire, c'était presque inimaginable. Donc évidemment, ça a libéré beaucoup de capacités d'emprunt, une capacité des gens à mobiliser de l'argent pour concrétiser cette envie d'acheter. Malheureusement, en fait, ça marche aussi dans l'autre sens. Et donc là, on a fait une petite simulation toute simple. 1% d'augmentation des taux hypothécaires, ça coûte à peu près 8% de capacité d'emprunt à mensualité constante. On a pris une mensualité de 1 000 € par mois, ce qui est une assez grosse mensualité, mais bon, 1 000 € par mois, avec des taux d'assurance relativement classiques, ça coûte, c'est simple, 1% de plus, vous passez de 1% de taux d'intérêt à 2%, ça coûte 8%. Si ça augmente de 2%, ça va coûter encore 8%. Et donc, vous êtes à peu près à 15% en fait de baisse de votre capacité d'emprunt, capacité à mobiliser de l'argent. Et si vous êtes sur 3% de hausse, 3% de hausse, c'est pas autre chose que 4% de taux hypothécaire. Ça paraît beaucoup aujourd'hui. Avec un petit peu de recul historique, c'est déjà pas très élevé en réalité sur des taux hypothécaires. Donc, ce 4%-là, vous priverez en fait d'à peu près 23% de capacité d'emprunt à mensualité constante. Donc, c'est même pas un scénario noir. Je veux dire, on n'a pas dit... maintenant, il faut dépenser plus en chauffage, plus en énergie, plus en alimentation, etc. Oui, on n'a pas intégré il n'y a pas le pouvoir d'inflation d'achat salariale, etc. À la limite, peu importe, on dit à mensualité constante. La simple variable des taux fait que s'ils augmentent de 2%, c'est 16% de moins. S'ils augmentent de 3%, c'est 23% de moins. C'est mécanique. Donc, à quoi on peut s'attendre en fait sur les niveaux de prix? Donc là, aujourd'hui, on a augmenté à peu près de 1%. 1%, c'est 8% de moins. Donc là, en l'occurrence, à 8% de moins, on peut avoir l'espoir que les gens soient en capacité de compenser la baisse de la capacité d'emprunt en mobilisant un peu plus d'argent de leur côté, un peu plus de fonds propres. Ils utilisent un peu plus d'épargne, etc. Donc, ça peut être jouable. Donc ça peut faire que les prix en fait se tiennent. Mais c'est vrai pour 1%. Si c'est 2%, c'est injouable.
les gens ne seront pas en capacité de mobiliser ou de trouver 16% d'argent en plus pour compenser la baisse de la capacité d'emprunt. D'où l'ajustement nécessaire du prix. Donc on estime qu'à 5%, on peut trouver, en fait les gens, les acheteurs potentiels peuvent trouver l'argent pour essayer de compenser. Au-delà, c'est quasi impossible. Donc la vraie question fondamentale, c'est jusqu'où montent les taux. Et donc là, le jusqu'où montent les taux, voilà. Alors selon vous? Disons que si on prend l'exemple américain, les taux hypothécaires américains sont passés de 2 à 6. Alors vous allez me dire, les taux souverains américains sont passés de 1 à 4. Voilà, donc au final, il y a une forme de logique à cela. Chez nous, nos taux souverains sont passés de 0 à quasi 3 aujourd'hui. Voilà, donc la question fondamentale, c'est, alors que les taux hypothécaires chez nous n'ont monté que de 1%, en toute logique, on devrait en fait retrouver ces 300 points de base en plus, ces 3% en plus, à un moment donné, dans les taux hypothécaires. Si ce n'est à vouloir faire marger négativement les banques qui distribuent des crédits, en plus, on n'a même plus le droit, donc bon, mais peu importe. Mais ça veut dire que naturellement, on peut s'attendre en fait à une augmentation des taux d'intérêt qui, par rapport au 1%, augmente de 2 à 3%. Et donc, on est plutôt dans un scénario où, voilà, à minima, on devrait avoir 20% de capacité d'emprunt en moins. Globalement, hein, bien sûr, il y a des cas particuliers, voilà. Mais globalement, 20% de capacité d'emprunt en moins. Si c'est 20% de capacité d'emprunt en moins, ça veut dire, en faisant l'hypothèse un peu optimiste, que les gens compenseront sur à peu près 5%, parce qu'ils feront les fonds de poche, quoi, voilà, et pour pouvoir trouver l'argent nécessaire ça fait à peu près une baisse qui devrait atteindre, voilà, entre 13 et 18%, hein, selon toute vraisemblance, simplement pour acter la dégradation des conditions de financement, sans aucune référence à la capacité d'un ménage à maintenir les mêmes mensualités dans le temps. Hein. Donc ça, oui, c'est ça, parce que là, c'est un raisonnement purement financier, on peut le dire. Oui, c'est purement financier, oui, c'est ça. Qui prend en compte le durcissement de la politique monétaire en Europe, des hausses de taux, et l'impact que ça aura sur la surface financière accessible voilà, par les ménages pour l'achat immobilier. Absolument. Et ça ne prend absolument pas en compte, évidemment, tous les impacts négatifs de l'environnement économique, de la perte de pouvoir d'achat et évidemment de la perte d'emploi, parce que si on parle de récession, on a un taux de chômage qui monte. Donc ça a un impact également sur la demande immobilière. C'est vrai. La réalité des faits fait qu'en général, ça baisse plus que ce que ça ne devrait. Tout comme ça monte toujours plus que ça ne devrait. Voilà. Après, on pourrait quand même débattre si récession il y a et dégradation du marché de l'emploi il y a. Peut-être que par bonheur, les taux pourront refluer dans ces cas-là et donc minorer cet impact-là. Hein. Donc on pourrait avoir un ajustement. Voilà. Aujourd'hui, on voit pas en fait quand même un marché s'effondrer. Hein. Donc après de telles hausses de prix, en réalité, 15 à 20% de baisse des prix, en réalité, somme toute, ça nous laisse à des niveaux de prix qui sont tout à fait raisonnables. D'ailleurs, prenons un exemple historique, c'est important, surtout dans ce secteur-là, les gens ont assez peu de mémoire parce qu'ils sont marqués par l'histoire propre. Or, dans le marché de l'immobilier, les prix ne sont pas beaucoup corrigés, surtout à Paris. Hein. Dites que les gens ont peu de mémoire, c'est qu'ils imaginent très souvent que l'immobilier, ça ne fait que monter. Ça ne fait que monter, mais déjà, ce qui n'est pas vrai sur toute la France, hein, c'est-à-dire qu'en fait, l'épisode 2008 jusqu'à 2017, 2015 à 2017, en France, dans tout ce qui n'est pas zone concentrée, grande métropole, en fait, les prix baissent. Mais corrige. C'est le premier point. Mais même dans les zones concentrées, ça arrive parfois. Rappelons quand même qu'entre octobre 90 et octobre 97, même si je sais qu'il peut y avoir, enfin après derrière on pourrait débattre des raisons mais le prix du mètre carré à Paris a baissé de 36%. 36% entre octobre 90 et octobre 97. Alors, donc, il faut aussi avoir en tête cela, c'est-à-dire que ce sont aussi des marchés qui peuvent s'ajuster lorsqu'on a des retournements cycliques. Et alors, évidemment, n'oublions pas les raisons qui ont fait la hausse. Les raisons qui ont fait la hausse, essentiellement, c'est pas le manque de logement, etc. Tout ça, c'est pas ça. Les raisons qui ont fait la hausse, c'est votre banquier. Votre banquier qui, chaque année, vous disait « je peux vous donner plus ». Aujourd'hui, votre banquier va vous dire « je peux vous donner moins ». Et donc ça, mécaniquement, il faut que ça se traduise dans les prix. On a parlé de l'immobilier résidentiel. Parlons un peu de l'immobilier professionnel, l'immobilier de bureau, l'immobilier de santé, l'hôtellerie. Bon, alors, compte tenu des perspectives économiques, on est en droit de s'inquiéter. Alors ça, j'ai presque envie de dire que c'est pas le même monde. Alors c'est pour ça que c'est difficile quand on parle d'immobilier. Il n'y a pas un immobilier, il y a des immobiliers. C'est comme si vous parliez d'obligation. Il n'y a pas une obligation, il y a du souverain de pays riche, du souverain émergent, de l'obligation d'entreprise, bien notée, mal notée, en fonction de là où elle est mise. Enfin, l'immobilier, c'est pareil. Alors, sur tout le reste, on va dresser un portrait assez rapide. Le reste sont plus des actifs financiers, c'est vraiment des actifs d'investissement. Alors que là, on parlait, l'essentiel quand même du marché de l'immobilier, c'est des marchés en fait de résidence principale, d'usage. L'autre, c'est des actifs d'investissement.
évidemment, en fait, là, ça sera d'ailleurs d'autant plus vrai. Ce que je viens d'évoquer là sera d'autant plus vrai. C'est-à-dire qu'en fait, les spreads de taux, c'est l'écart de taux, l'augmentation des taux d'intérêt pour les investisseurs dans ce type d'actifs-là. Donc l'écart de taux, l'augmentation des taux sera d'autant plus sensible. Elle sera plus sensible dans les actifs d'immobilier d'investissement que dans les actifs pour résidence principale. Donc naturellement, ce mécanisme-là vaut aussi. Donc en gros, plus les taux montent, plus le niveau de valorisation de ces types de biens va baisser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que beaucoup d'actifs immobiliers d'investissement sont des actifs cycliques. En gros, vous regardez en fait un actif industriel, et bien en fait l'actif industriel, la capacité de l'exploitant industriel à payer le loyer plus ou moins cher, elle vient du fait qu'il vend. S'il y a une récession et qu'il y a moins de clients, il vend moins et il est peu probable qu'il ait la capacité en fait à supporter le même niveau de loyer. Donc naturellement, c'est un actif plus cyclique qui a tendance naturellement du coup à être plus réactif et plus corrigé. Ça c'est vrai pour l'industriel. C'est vrai évidemment pour le commercial. Vente au détail, pas de secret. Récession, moins de pouvoir d'achat, les gens ils achètent un peu moins. Il suffit de se balader d'ailleurs pour voir que les gens et que les restaurateurs, beaucoup de restaurateurs tirent la langue. Parce que tout simplement, ils tirent pas la langue parce qu'il n'y a pas assez de boulot. Ils tirent la langue parce que au niveau de boulot qu'ils ont aujourd'hui, qui devient un niveau de boulot structurel, et encore plus, s'il y a récession, ça se dégradera encore, mais grosso modo, ils n'ont pas les moyens de payer le loyer tel qu'ils le payaient jusque-là. Donc la faillite, elle vient souvent de là, du fait qu'on n'ajuste pas suffisamment le loyer au regard de la réalité économique de l'entreprise, de l'exploitant. Donc le commercial en difficulté, l'immobilier de bureau, c'est un peu différent, c'est du B2B, to-C, donc c'est du service, c'est pas directement lié, donc il y a une inertie un peu plus grande, même s'il peut y avoir en fait une surcapacité d'offres, trop de bureaux, grosso modo, qui là peut faire s'ajuster, mais ça reste tout ça des immobiliers d'investissement. Et puis après, il y a le dernier, alors il y a l'hôtellerie, qui a aujourd'hui pas de problème pour remplir. En récession, c'est jamais extraordinaire, mais bon, ça, à la limite, on pourrait débattre. L'hôtellerie a plus un problème, c'est un peu comme la tech, un problème de valorisation. Plus les taux montent, les niveaux de valorisation de ce type d'actifs sont tels que si les taux montent, faut pas rêver. Enfin, c'est impossible à justifier. Donc là aussi, c'est un peu comme l'histoire des technos, en fait, sur le monde des actions. Vous voyez, donc, tout ça sont des actifs d'investissement qui sont très cycliques. Très honnêtement, là, d'un point de vue strictement investissement, ou investisseur, sont des actifs qui, en période de retournement économique, souffreront plus que l'immobilier résidentiel. Le mécanisme qu'on vient d'évoquer, sur le résidentiel, il est lié qu'à une capacité d'emprunt avec un niveau de taux qui a beaucoup plus d'inertie que dans les actifs d'immobilier d'investissement. Il y a un dernier type d'immobilier qui est souvent anecdotique, mais qui est quand même important, c'est tout ce qu'on appelle l'immobilier de santé, où là vous avez des baux qui sont beaucoup plus élevés, entre 12 et 20 ans, selon les types d'investissement. C'est quoi? C'est des EHPAD, des cliniques ou autres. Bon, dans ce domaine-là, il y a beaucoup plus d'inertie. Il n'y a pas de raison pour que ça se coûte trop. Donc là, pour le coup, on est plus sur un immobilier, comme un peu l'immobilier résidentiel, va être probablement un peu plus résilient que les autres. Donc je répète, commercial, bureau et un peu hôtellerie. Bon, je résume tout ce que vous venez de nous dire, Pierre. C'est pas parce que aujourd'hui les prix et le niveau des transactions ne reflètent pas la crise que celle-ci ne va pas toucher l'immobilier. La dégradation des prix viendra en dernière instance, mais on a déjà des indicateurs, notamment les mises en chantier, qui nous incitent à croire que la dégradation est d'ores et déjà là, qu'elle n'est pas manifeste partout, mais qu'elle est à l'œuvre, que le pouvoir d'achat immobilier va se réduire avec la hausse des taux, logiquement et sensiblement, et que ça appelle une baisse des prix dans le résidentiel, sans doute de 15 à 20%. Et puis dans l'immobilier de bureau, eh bien c'est un immobilier cyclique qui sera évidemment sensible, là encore, à la politique monétaire et aux hausses de taux, mais également à l'activité. Absolument. Pierre, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Abonnez-vous, partagez et mettez un pouce vers le haut si vous avez apprécié. À très bientôt.